Bonjour et bienvenue dans ce journal. Sommaire, la tenue des élections présidentielles et législatives en 2023 en Libye, le plan de l'ONU à l'épreuve des rivalités politiques. L'émissaire des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, appelle à un accord pour l'organisation des scrutins dans un climat apaisé. La Corne de l'Afrique est au bord de la crise alimentaire. 48 millions de personnes sont confrontées à un niveau d'insécurité alimentaire critique dans la région, en proie à une sécheresse d'une ampleur sans précédent. En Somalie, le spectre de la famine plane, alors que les fonds humanitaires tardent à arriver malgré les appels à la mobilisation lancés par les organisations humanitaires. Le Kenya lance son premier satellite opérationnel dans l'espace une fois en orbite. Il devrait permettre de rassembler des données sur la gestion des ressources naturelles et des catastrophes climatiques. Mais tout d'abord, ces tensions en Éthiopie, dans la région Amhara, au nord du pays, suite à l'annonce par le gouvernement la semaine dernière de l'intégration des forces armées régionales à l'armée ou à la police fédérale. Décision fustigée depuis plusieurs jours dans le cadre de manifestations. Une vague de protestations à laquelle le gouvernement central répond par l'instauration d'un couvre-feu à Gondar depuis ce lundi. Une interdiction de circuler entre 18h et 8h du matin. Le Premier ministre Abiy Ahmed réaffirme par ailleurs que son plan serait appliqué, même si, je cite, un prix devait être payé. Fin de citation. 2023 sera-t-elle l'année des élections en Libye? C'est en tout cas ce qu'espère l'ONU, qui plaide pour un accord d'ici à la mi-juin sur l'organisation des élections présidentielles et législatives. C'est la volonté d'Abdoulaye Bathily, le chef de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Des élections donc avant fin 2023, mais pour y parvenir, il faut sortir de la crise politique. L'émissaire de l'ONU exhorte alors les deux pouvoirs rivaux à mettre fin aux dissensions afin de créer des conditions propices à la tenue d'élections libres, transparentes et inclusives. Marcel Kouassi. En Libye, le chef de la mission d'appui des Nations Unies, Abdoulaye Bathily, a appelé lors de son discours à la réunion de la commission militaire mixte 5+5 à Benghazi, les chefs militaires et de sécurité à faire preuve d'engagement pour la création d'un environnement propice aux élections et au retour en toute sécurité des personnes déplacées et la libération des détenus. Nous savons tous que la résolution complète de la crise libyenne et de l'impasse politique actuelle nécessite du temps, de la persévérance et de la patience. Cependant, je suis sûr que votre coordination et votre coopération continue représentent une excellente occasion de maintenir le dialogue, de renforcer la confiance et d'échanger des vues sur la manière de fournir une base solide pour une résolution politique qui aboutisse à la résolution de la crise libyenne en créant un environnement propice à des élections inclusives, libres et équitables en 2023. En plus de la facilitation et de l'adoption du cadre juridique pour la tenue d'élections en 2023, l'initiative clairement détaillée par le chef de la mission d'appui des Nations Unies est également destinée à fournir une plateforme pour la progression du consensus sur des questions connexes. La création d'un environnement propice au bon déroulement des élections appelé par le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU peut passer par, premièrement, la réunification rapide des deux grands états-majors militaires du pays qui s'affrontent. Deuxièmement, le désarmement forcé ou négocié des milices armées que nous évoquons plus haut, qui sont rattachées souvent à l'un ou l'autre des deux grands états-majors. Troisièmement, on peut envisager l'organisation des procès pour les chefs de guerre reconnus coupables des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité comme mesure dissuasive de reprise des armes. Et en quatrième point, il faut absolument que l'on aborde la question des mercenaires, ces combattants militaires d'origine étrangère qui viennent donc entretenir et alimenter cette confusion armée à l'intérieur du territoire libyen. Il est à noter que les participants à cette réunion ont exprimé leur plein attachement aux conclusions du dialogue entre la commission militaire mixte 5+5 et les responsables militaires et sécuritaires à Tunis et Tripoli. Ils réaffirment également leur soutien à la sécurisation de toutes les étapes des élections.
Dans l'actualité également, la fin ce mardi 11 avril en République démocratique du Congo de l'enrôlement des électeurs. C'est le 24 décembre dernier que l'opération a débuté en vue des prochaines échéances électorales, celles prévues à la fin de l'année, dont la très attendue élection présidentielle. Alors, suite à l'arrêt de l'opération d'enrôlement, certaines organisations de la société civile s'opposent à la décision de la commission électorale, dans la mesure où le processus d'inscription sur les listes n'a pas pu se tenir correctement à l'est du pays en proie à l'insécurité en raison des incursions des groupes rebelles. Et de son côté, une partie de l'opposition relève des irrégularités, notamment la présence sur les listes électorales de personnes mineures ou de personnes n'ayant pas la nationalité congolaise. La Somalie est au bord d'une catastrophe humanitaire, alerte l'ONU. La situation dans ce pays se détériore depuis des mois en raison de l'extrême sécheresse. Plus de 8 millions de personnes, soit la moitié de la population somalienne, souffrent actuellement de la faim. Les enfants sont les premières victimes de cette crise. En visite dans le pays, Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lance un appel à la mobilisation internationale. 2,6 milliards de dollars sont nécessaires pour pouvoir secourir les populations toujours en attente d'une aide humanitaire. Écoutez le secrétaire général de l'ONU. Bien que les Somaliens ne contribuent que très peu au changement climatique, les Somaliens en sont parmi les principales victimes. Près de 5 millions de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire aiguë et bien sûr la hausse des prix ne fait qu'empirer les choses. Je suis donc ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif. Un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté. Un soutien humanitaire massif lié au renforcement des capacités sécuritaires en Somalie. Et un soutien humanitaire massif pour la stabilisation et le développement du pays. Le Fonds monétaire international annonce un accord avec le Burundi en vue de la mise en place d'un programme d'aide d'un montant de 261 millions de dollars. Une bonne nouvelle donc pour le gouvernement burundais. Quelques mois après avoir formulé sa demande d'aide auprès du FMI, le Burundi, un pays qui continue de faire face aux difficultés sur le plan macroéconomique. Il s'agit du premier programme pour le FMI au Burundi depuis 2015. Il vise à soutenir une politique de réforme visant à rétablir la soutenabilité extérieure et la soutenabilité de la dette, explique l'institution financière internationale. L'accord attend maintenant la validation du conseil d'administration du FMI. Le Kenya, qui possède sa propre agence et institution spatiale, a lancé ce lundi à partir des États-Unis son premier satellite opérationnel dans l'espace en collaboration avec l'entreprise américaine SpaceX. Un jour historique pour ce pays d'Afrique de l'Est. Baptisé Tafia One, ce satellite devrait, selon les analystes, permettre au continent africain de bâtir un tissu universitaire scientifique, mais aussi d'avoir des données pouvant permettre, par exemple, de mieux gérer les catastrophes climatiques. Nathalie Mo. Taifa 1, le premier satellite opérationnel du Kenya, a été lancé dans l'espace le 10 avril 2023. L'agence spatiale kenyane décrit cet appareil comme un nanosatellite pesant moins de 10 kg d'une valeur de 50 millions de shillings. Le gouvernement kényan a indiqué que Taifa 1 permettra de fournir des données satellitaires précises et régulières utilisées dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes, ainsi que de la surveillance de l'environnement. Des informations importantes pour le Kenya, confronté à 5 années consécutives de sécheresse. Je m'attends à ce que les initiatives en cours soient accélérées pour nous assurer que nous développons et exploitons davantage d'applications qui utilisent des données dérivées de l'espace. Conçu par une équipe de 9 ingénieurs kenyans, Taifa 1 apporte une contribution significative à l'économie spatiale émergente du pays, ont déclaré le ministère de la Défense et l'Agence spatiale du Kenya. De plus, les autorités ont l'ambition de développer la capacité technique du pays d'Afrique de l'Est sur l'ensemble de la chaîne de valeur du développement et des applications de la technologie spatiale. Savez-vous que l'espace trouve en fait des applications dans toutes les entreprises humaines? On peut citer les transports, la télévision et la radiodiffusion, les communications à large bande, la navigation et le positionnement, ou encore les prévisions météorologiques. 18.
Le Kenya a envoyé un premier satellite expérimental dans l'espace. Le pays rejoint donc la liste de 13 nations africaines ayant déjà développé et lancé des engins spatiaux. La société nigériane Space Africa a évalué à 22 le nombre de satellites conçus en Afrique en 2022. Après près de 20 ans d'absence, Rabislo est de retour au Bénin. Le musicien qui s'était expatrié aux États-Unis travaille sur la sortie de son prochain album. Un 5e opus avec un genre musical qui lui est propre et que vous allez découvrir. Rabislo, une identité exceptionnelle à la conquête de la scène musicale internationale. C'est un reportage de Lefty Onouf. L'étoile de la musique béninoise révélation de l'année 1998, Rabislo, renoue contact avec ses mélomanes. Révélé au public béninois et africain à travers des tubes à succès de sa discographie dans les années 2000, Rabislo est de retour sur la scène musicale africaine avec de l'afro-tchink. L'afro-tchink est un style musical inspiré du tchinkoumé, rythme traditionnel de Savalou, ville située dans le département des Collines. Il s'agit d'un mélange du tchinkoumé, musique pratiquée par les ancêtres et plusieurs générations d'artistes, notamment Adissor, Alokon, Stan Toron et Gbezé, avec le R&B, la soul et le jazz. Avec ce style musical, Rabislo espère relever le défi relatif à l'identité musicale du Bénin. La nouveauté, c'est Afro-Tchink Music. Tout de suite, c'est le featuring avec Teniola, le single qui annonce la sortie de l'album, qui va comporter au minimum 12 titres. Donc, very excited, on est vraiment excité. Et après, ce projet va donner un élan à notre musique qui est absente quand il s'agit d'une musique identitaire pour notre pays, le Bénin. L'album Djogbe a lancé la carrière musicale de Rabislo au Bénin et en Afrique. Ses chansons ont bercé plusieurs générations de mélomanes. Installé aux États-Unis depuis 19 ans, l'artiste musicien béninois s'est perfectionné au plan musical. Il a profité de cette opportunité pour appréhender les enjeux de l'industrie musicale aux USA afin d'apporter sa pierre au développement de la culture africaine. Ne me dites pas qu'après 20 ans dans un pays étranger, que mon oreille n'a pas changé. Je suis à une unique position où je sais la bonne fusion qu'il faut pour que la musique soit exportable sur le plan international. Ouais, je suis un Béninois, j'ai vécu une partie de ma vie ici, j'ai vécu une partie là-bas. Donc mon oreille est habituée à savoir exactement ce qui peut marcher ici, ce qui peut aussi marcher là-bas. L'afro-tchink que promeut Rabislo est peu connu, mais le musicien béninois est déterminé à s'investir pour mettre son style musical en orbite sur la scène musicale internationale. L'album Where I'm From, qui relancera sa carrière, sortira en juillet 2023. Il sera suivi du lancement de la génération Afro-Tchink avec d'autres artistes béninois et africains. À l'occasion de l'UFC à Miami aux États-Unis, Israël Adesanya a repris sa ceinture des poids moyens Alex Pereira. Une revanche du boxeur nigérian sur le Brésilien qu'il avait battu à plusieurs reprises dans le passé. Mais finalement, Israël Adesanya a fini par prendre sa revanche. C'était le week-end dernier au terme d'un combat spectaculaire. Christian Dumas-2. 5 mois après avoir perdu son titre de champion des poids moyens au profit du Brésilien Alex Pereira lors de l'UFC 281, Israël Adesanya prend sa revanche et inflige un KO à son intrépide adversaire. Le 8 avril 2023 à Miami aux États-Unis, à l'occasion de l'UFC 287, Israël Adesanya a assommé Alex Pereira dès le deuxième round. Victoire expéditive. J'espère que les gens pourront ressentir le niveau de bonheur que je ressens présentement, une seule fois dans leur vie. Pour de vrai, j'ai pensé chaque mot que j'ai dit avant ce combat. Je vous ai dit que j'étais prêt, que je venais pour faire mal en prédateur. C'est ce que j'ai fait et je voulais juste montrer aux gens la force du mental, de l'espoir humain. Vous savez ce que vous pouvez faire quoi qu'il arrive, même si on ne vous compte pas. Vous savez que vous ne resterez jamais sur le carreau. Je sais que quand on est tombé, même cette fois, on peut se relever la 8e.
La belle revanche d'Israël Adesanya repositionne l'Afrique au devant de la scène à l'UFC, la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, après la décision du Camerounais Francis Ngannou de se retirer de l'UFC en janvier 2023, laissant sa ceinture vacante, et la perte de ceinture du Nigérian Kamaru Usman chez les Milou face à l'Anglais Leon Edwards. Look, the three kings still exist. Les trois rois existent toujours, même si, comme je l'ai dit, nous sommes avec Patan, quoi qu'il arrive, il sera toujours champion. Beaucoup de gens essaient de m'éliminer en écrivant que je ne suis plus le champion, mais je leur réponds qu'ils m'appelleront toujours champion et que je me considère toujours comme un champion. De même, Kamaru, Osman, Francis Ngannou sont toujours des champions et le seront toujours, quoi qu'il arrive. You're always a champion. Israël Adesanya est né le 22 juillet 1989 au Nigeria. Avant de se lancer dans les arts martiaux mixtes, le natif de Lagos a pratiqué le kickboxing. Il est champion de la catégorie des moyens en MMA entre 2019 et 2022. Adesanya perd sa ceinture contre le Brésilien Alex Pereira en novembre 2022. Il redevient champion le 8 avril 2023 face à ce même adversaire. Le Nigérian prend ainsi une revanche éclatante. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.